Ok, salut à tous. Aujourd'hui, la dernière vidéo à propos du service de ce mouvement ST36, le remontage et le huilage. J'ai fait le montage vidéo avant et je vais faire un commentaire par-dessus, ce qui sera plus simple et ce qui me permet aussi de couper les parties qui n'étaient pas bonnes et les pertes de temps pour vous éviter de perdre du temps. Et je vais montrer que les parties qui ont bien fonctionné, tout en sachant qu'il y a toujours des parties qui fonctionnent moins bien. Mais on va conserver les parties qui fonctionnent bien pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc ici, je vais commencer avec ce levier qui permet de retirer la couronne et la tige de remontoir. C'est une chose que j'aime bien en général monter en premier, ce qui permet de ne pas oublier de la mettre plus tard, parce qu'en général, elle vient en dessous d'un pont, qui est le pont qui maintient le barillet en place. Et quand on oublie de mettre ce petit levier, il faut tout redémonter par la suite. Donc quand c'est possible, j'aime bien le mettre en premier. Je vais préciser aussi ici que je ne vais pas utiliser forcément la terminologie exacte de l'horlogerie. Mon objectif, c'est plus de montrer à des néophytes comme moi comment je fais le travail. Même si ce travail, il faut bien être conscient que ce n'est pas le travail d'un horloger. C'est le travail d'un amateur avec les erreurs que je peux faire. Et y a rien de très professionnel là-dedans. Hein, donc, apprendre tout ceci avec des pincettes. Hein. Donc ici, le levier, en général, je le graisse un petit peu. J'utilise trois huiles différentes. Je vous mettrai les références au fur et à mesure de la vidéo. C'est une graisse assez épaisse. J'ai une huile un petit peu moins... Une huile très fluide qui est la Moebius 9010 et une huile un peu moins fluide qui est la Moebius D5. Et avec ces trois huiles graisses, j'arrive à faire tout le mouvement. Donc en premier, en général, je remets ce petit levier qui permet donc de maintenir avec la tige de remontoir en place. Et c'est donc quelque chose que j'aime bien faire en premier avant de remonter le train de roue, le train de route principale de la montre. Hein. Donc ici, je vais ramener le train de roue donc, qui va à partir de la sortie du barillet jusqu'à l'ancre. Donc des roues qui tournent de plus en plus rapidement au fur et à mesure qu'on parcourt le train de roue. Ici, on voit la roue d'encre, donc la dernière. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est quand on a démonté le mouvement, on a pris des photos. J'aime bien prendre des photos par-dessus, mais aussi sur le côté pour voir comment est l'empilement des différents engrenages. Et aussi, ils ne sont pas pareils dans les deux sens, donc il faut bien se souvenir du sens dans lequel ils vont. L'ordre, le sens, et donc prendre des photos par-dessus, sur le côté, pour moi, c'est très utile. Donc ça, c'est un peu l'opération délicate au moment où on va remettre le pont par-dessus ces engrenages. Il va falloir être délicat quand on remet le pont parce que le pont va venir appuyer sur les pivots de ces différents engrenages. Et les pivots, ils sont très fins, ils ont un diamètre très faible. Et dès qu'on met de la pression avec le pont, si les pivots ne sont pas dans les rubis et qu'ils appuient directement sur le pont, c'est très facile de les plier, c'est très facile de les abîmer. Et il suffit de pas grand-chose pour que la montre, elle tourne définitivement plus correctement du tout. Donc vraiment être très délicat au moment où on va poser le pont par-dessus ces engrenages. C'est un des secrets, hein, à mon avis, quand on ne connaît pas vraiment le métier, qu'on n'est pas du métier, puis qu'on essaye de faire ses services de montre, c'est de jamais forcer. Déjà, ça c'est une première règle de base. Donc ici, je mets un peu d'huile sur le rubis de la roue centrale. Donc ici, c'est de la Moebius D5. À savoir que j'utilise un peu des règles générales pour le huilage. On peut trouver ce qu'on appelle des oil charts, donc c'est des documents qui expliquent exactement tous les points de graissage sur un mouvement et avec quel type d'huile ou de graisse il faut faire le travail. Moi, j'utilise aussi des règles générales, à savoir que tout ce qui a très peu de friction et ce qui tourne rapidement, je vais utiliser de l'huile fluide. Et ce qui a une friction moyenne, je dirais, avec des vitesses de rotation moyennes ou lentes, on va utiliser de l'huile un peu plus visqueuse. Et puis après, pour tous les leviers, tous les appuis qui sont assez forts, avec les différents leviers, les différents mécanismes de remontage, là, on va utiliser de la graisse.
Et il y a aussi le pignon central pour lequel j'utilise aussi de la graisse. Donc ici, c'est l'étape où on va mettre le pont. Donc là, toucher un peu délicatement les différents engrenages jusqu'à ce qu'ils se mettent bien en place dans les rubis du pont. Ça prend un petit peu de temps. Parfois, c'est plus ou moins simple. Euh, En tout cas, la règle pour moi, c'est de jamais appuyer trop fort sur le pont jusqu'à ce que tout se mette bien en place. Parfois, si on voit qu'une roue s'est mise en travers ou que elle est vraiment plus en place, c'est mieux de renlever le pont et on recommence les choses proprement. Donc ici, on voit que tout est en place. On vérifie toujours avec la roue centrale si on arrive à faire tourner le train d'engrenage jusqu'à la roue d'encre. Ce mouvement ST36, c'est pas le plus simple au niveau du pont pour le remettre en place, mais il a beaucoup de qualités, hein, parce que comme c'est un mouvement qui est très gros, un mouvement de montre de poche à la base, eh ben, c'est beaucoup plus facile pour débuter, pour apprendre, hein, parce que tout est le double de taille d'un mouvement qu'on va trouver dans une montre standard. Donc c'est quand même beaucoup plus simple pour apprendre, et c'est un mouvement qu'on trouve pour une quarantaine d'euros sur eBay. Donc si on le casse, c'est pas non plus une catastrophe. Donc ici, je plaque juste les vis sans serrer, hein. Je plaque les vis et après, je vérifie quand même, avant de faire un vrai serrage, je vérifie quand même toujours que le train d'engrenage tourne toujours correctement. Parce qu'on ne sait jamais, hein, si quelque chose s'est mis en travers et puis qu'on serre, alors là, on va tordre un pivot d'un engrenage et il faudra retrouver un autre engrenage parce qu'en général, une fois que c'est plié, c'est plié. Donc ici, on peut finaliser le serrage une fois qu'on a vérifié que tout est en ordre. Donc maintenant, on va passer au barillet et à son pont. Ce pont-là est moins délicat à installer parce qu'il appuie en général, ça dépend de la conception des mouvements, mais en général, il appuie pas sur des pivots. Là, on va juste faire attention à la roue centrale. Elle a un pivot, mais qui est d'un diamètre beaucoup plus épais dans ce cas-ci. Donc, pour plier ce pivot-là, il faudra vraiment faire quelque chose de très très incorrect. Là, on vérifie qu'il est bien plaqué un petit peu partout, le pont, qu'il n'y ait pas un endroit où il est un petit peu en surélévation par rapport à la platine. Là, on peut serrer normalement, il n'y a pas besoin de faire spécialement attention du moment qu'on a vérifié que le pont était bien en place. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires, si vous connaissez les choses mieux que moi, si vous avez des commentaires intéressants à faire sur la chaîne, n'hésitez pas. Et si vous êtes comme moi, parti de rien, euh, j'aime bien toujours penser qu'il ne faut pas se laisser démoraliser si des gens vous font croire que c'est pas possible de faire le travail comme il faut.
Euh, Avec un peu de patience, avec un peu de persévérance, on arrive forcément à des bons résultats et tout le monde peut le faire. Je dirais la plus grosse difficulté, c'est d'apprendre le toucher pour pas être trop brutal avec les éléments, pour pas mettre trop de force. Et puis après, c'est aussi constituer un petit peu d'outillage, qui n'est pas un outillage forcément bon marché, étant donné qu'il faut quand même avoir un outillage un petit peu de qualité pour faire du bon travail. Donc ici, dans cette roue, c'est la roue qui vient en contact avec la tige de remontoir. Et dans la grande majorité des mouvements, on va trouver cette petite rondelle qui est à l'intérieur, à laquelle il va falloir faire attention. Il ne faut pas la perdre. Et on va devoir graisser ces différents éléments. Donc ici, de nouveau, je mets une graisse qui est pas, une huile qui n'est pas trop fluide, c'est la Moebius D5. Voilà, quand on en met à côté, qu'on en met trop, faut pas hésiter à nettoyer puis à recommencer. Mieux vaut pas assez d'huile que trop d'huile. Ça, c'est ce que m'a dit Joe dans les commentaires de la vidéo. Joe, qui est donc un ancien horloger à la retraite, qui m'a donné quelques bons tuyaux. Donc ici, toujours un petit peu d'huile D5. Alors, chose importante ici, c'est que donc l'engrenage qui est en prise avec la tige de remontoir, euh, qui va donc donner de l'énergie au barillet, c'est toujours un pas de vis inversé. Donc on visse pour dévisser, on dévisse pour visser. Et autre particularité, c'est qu'on voit que sur les engrenages qui sont sur le barillet et sur et les vis qui viennent là, sur cet engrenage et sur le barillet, elles ont une tête qui est assez grosse et un filetage qui est assez fin. Donc il faut être quand même assez délicat au serrage parce que en fait, on a pas mal de couples, étant donné que la tête est assez grosse. On utilise des tournevis assez gros par rapport aux tournevis qu'on utilise de manière générale. Et donc, il faut vraiment faut pas serrer trop fort, sous peine de casser la vis. Donc ici, on va installer le petit ressort et le petit levier qui permettent de retenir le barillet quand on va le mettre sous tension, pour pas que l'énergie revienne tout de suite en arrière. Ici, en général, je ne mets pas spécialement de graisse ni d'huile. Voilà, après chacune des opérations, je vérifie en général avec qu'il n'y a rien qui est bloqué, que ça fonctionne correctement. Ici, un petit peu d'huile D5 sur l'axe du barillet, des deux côtés. Ici aussi, il faut être assez prudent avec le serrage, étant donné que cette tête de vis est assez grosse. On va vite fait de mettre trop de couple. Donc ici, mes deux types d'huile. Je vais passer au graissage du train d'engrenage.
En général, j'utilise cette loupe qui a un grossissement un peu plus fort, spécialement pour le huilage. Après, je la garde pas tout le long parce que plus le grossissement de la loupe est fort, plus c'est fatigant pour les yeux et plus la profondeur de champ est faible. Donc ici, je vais commencer par les trains, la fin du train d'engrenage. Donc tout ce qui est le plus proche de l'encre, en mettant de l'huile donc qui est très fluide, de la Moebius 9010. Euh, de nouveau, hein, on conserve la règle, mieux vaut en mettre pas assez qu'en mettre trop. Et l'idée, c'est pas de remplir complètement la portion concave du rubis. L'idée, c'est que si on regarde vraiment avec une loupe à fort grossissement, c'est qu'on ait une auréole qui est autour du pivot et sans plus. Juste une auréole qui va faire le contact entre le pivot et le rubis. Donc les deux premières roues ici en 9010 et ensuite la roue qui est la plus proche de la roue centrale avec de la D5. Ici, de ce côté-ci, la roue centrale, je l'ai déjà huilée avant de mettre l'engrenage dans le rubis. Donc, j'ai pas besoin de le refaire. Ici, de l'autre côté, on va essayer de bien repérer quel rubis il faut huiler avec la bonne huile. Maintenant, on passe au pignon central. Ici, je vais mettre de la graisse assez épaisse. Pour cette partie, c'est un des seuls moments où, lorsqu'on remonte le mouvement, on va devoir appliquer une certaine force ici. On va entendre un clic au moment où le pignon va venir se loger correctement sur son axe. Et il faut quand même mettre un peu de pression ici pour que ça passe. Donc je dirais que c'est un des seuls endroits où on met de l'énergie quand on remonte le mouvement. Donc là, on va passer à toute la partie mécanisme de réglage de la montre et de remontage, donc au moment où on tire et on pousse la tige de remontoir. Ici pour ces engrenages, je mets aussi de la D5. Également sur les leviers des petits axes, sur les pivots de ces petits axes.
Donc, toute la partie tige de remontoir et les différents éléments qui viennent sur la tige de remontoir. Ici, de nouveau, on met de la graisse en petite quantité, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On préfère toujours en mettre moins que trop, parce qu'après l'huile, la graisse un peu moins, mais l'huile, elle a tendance à se propager dans la montre quand il y en a trop, et ça peut finalement endommager la montre, plus que lui faire du bien. Ici aussi, je mets 2 micro-gouttes sur sur deux dents qui sont opposées, sur cet engrenage qui vient aussi s'emboîter avec l'autre engrenage qui vient sur la tige de remontoir. Et ici, je vais aussi graisser les différentes parties de la tige de remontoir. Donc toujours bien se référer aux photos qu'on a prises pendant le démontage, hein, c'est vraiment une partie qui est importante. Prendre un maximum de photos au démontage hein, quand on débute pour, euh, pour avoir un maximum de chances de ne pas se retrouver à trop réfléchir au moment du remontage. Quand quelque chose va pas bien, qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait, c'est toujours une bonne chose de démonter, de remonter, plutôt que d'aller dans le mauvais sens et de trop vouloir aller de l'avant. Parfois, il faut accepter de revenir en arrière. Ici, je vais redévisser la petite vis qui maintient la tige de remontoir en place pour pouvoir mettre la tige de remontoir comme il faut. Quand on revisse ici, il faut bien vérifier que le petit levier vient se mettre dans la gorge de la tige de remontoir au bon endroit. Et on va vérifier maintenant que le mécanisme fonctionne bien et que la tige de remontoir est bien tenue en place. Un petit peu de graisse dans la gorge du pignon qui est sur la tige de remontoir, le pignon coulissant. Et ce levier qu'on voit à côté du mouvement qui va venir se loger dans cette gorge. Bien vérifier que le levier est bien dans la gorge pour être sûr que le mécanisme va fonctionner par la suite. C'est toujours frustrant quand on l'a mis au mauvais endroit et puis qu'on a tout remonté et qu'il faut revenir en arrière et tout redémonter. Ça m'est arrivé souvent à mes débuts. Ici, je vais mettre de la graisse aussi sur les différents points de friction de ces différents petits leviers qui vont donc venir en contact les uns les autres pour faire le mécanisme de la tige de remontoir. Donc partout où il y a de la friction entre ces pièces à plat,
ces leviers à plat, on va mettre un petit peu de graisse. Attention à cette étape avec le ressort, hein. Toujours essayer de bien maintenir le ressort en place avec un de ces petites tiges en bois. Parce que quand un ressort, ils ont très vite fait de gicler, et une fois qu'il a giclé, parfois on passe beaucoup de temps à quatre pattes par terre pour essayer de le retrouver. Et ça, c'est très frustrant. Donc une fois que le ressort est en place, j'aime bien remettre cette petite partie qui vient par-dessus et qui fait office de levier, mais qui fait aussi office de couvercle, si on veut, de capot, qui va empêcher donc le ressort de gicler. En principe, quand il est en place, il bouge plus, mais il y a toujours une inquiétude. Ici, je ne vais pas visser à fond, je vais juste visser pour mettre en place sans mettre de pression, parce qu'il y a le petit levier qui est sur cette espèce de couvercle qu'il va falloir venir caler ici avec un petit téton qui ressort d'un autre levier, et ils doivent se caler les deux ensemble. Voilà, c'est ce que je fais ici. Et une fois que tout est correctement calé, on peut finaliser le serrage. Donc là, je mets un petit peu de graisse aussi sur ces deux parties qui sont en contact, des parties avec la friction qui est assez forte, d'où l'utilisation de graisse. Voilà, maintenant on peut tout mettre en place. Donc il y a ce petit levier qui est sur le capot qui vient se mettre en place avec ce petit téton qui est sur le levier qui fait le mouvement de la tige de remontoir. Le serrage final ici. Voilà, toujours bien vérifier que tout fonctionne comme il faut. Donc là, on va passer maintenant à l'encre, un élément qui est aussi sensible, avec des pivots qui sont très fins. Et donc, quand on va mettre le pont par-dessus l'encre, on va devoir être délicat et être sûr que l'encre est bien en place. Délicatement, ici, on va faire bouger l'encre de gauche à droite pour vérifier qu'elle est bien en place. Ici, de nouveau, hein, l'idée c'est de plaquer ce pont sans serrer et vérifier toujours que l'encre elle a son mouvement naturel et sans résistance avant de faire le serrage final. Voilà, tout ce que j'explique ici, c'est ce que j'ai retiré de ma propre expérience, hein, comme je le répète souvent dans ces vidéos. La prétention, c'est pas d'être un véritable horloger, c'est justement de montrer que des gens comme vous et moi, on est capable de pouvoir faire des services sur des montres avec un peu de pratique. Donc là, maintenant, on peut charger le mouvement.
charger tendre, mettre le ressort de barillet sous tension, et ça va permettre de voir si l'encre elle bouge comme il faut. Elle doit vraiment faire des mouvements assez rapides, des tics, tac, d'un côté à l'autre. Et ça doit être assez net, assez franc la manière dont l'encre se déplace. Voilà, c'est ce que je fais ici. Je vérifie que ça se passe bien. Voilà, on va remettre en place le balancier maintenant. C'est un peu l'étape excitante où on va constater si le travail qu'on a fait est une réussite ou pas, hein. On a toujours les premières montres qu'on arrive à remonter complètement, c'est toujours très enthousiasmant d'arriver à ce moment-là et de voir que tout tourne correctement. Donc là aussi, il faut être très délicat, hein. Le ressort spirale, c'est la pièce la plus sensible de la montre. Donc vraiment faire très très attention à ce niveau-là. Donc là, on voit déjà qu'avant même d'être vissé, on a le balancier qui tourne. Alors en l'occurrence ici, on n'a pas encore huilé les Inca blocs, ce qui fait que l'amplitude n'est pas forcément très élevée. Et je vous avouerai que même après avoir huilé les Inca blocs, l'amplitude n'était pas très très élevée. Étant donné que ce mouvement, j'ai quand même dû pas mal l'abîmer à force de monter, démonter, et je me suis quand même pas mal formé avec. Et donc il a quand même pris pas mal de coups. Et c'est surprenant d'ailleurs qu'il tourne encore, hein. C'est un mouvement qui est assez robuste, qui est donc justement très bien pour l'apprentissage. Donc là, on peut passer au serrage final une fois qu'on est sûr que les pivots sont bien dans leur rubis. Donc à ce stade, il ne reste plus qu'à rajouter cet engrenage et la petite rondelle qui vient par-dessus. Et après, on pourra passer au huilage des 1K blocs. Commençons par l'Inca bloc qui se situe sur le dessus du balancier, sans raison particulière, hein. Faut faire attention avec avec ce petit élément qui permet de conserver le rubis en place, hein. C'est un petit levier sous forme de ressort qui peut assez facilement se déloger de son logement et gicler. Et aussi faire attention avec le rubis, hein. C'est assez difficile de retrouver un rubis une fois qu'il a giclé. C'est pour ça que j'aime bien utiliser le Rodico pour aller chercher l'Inca bloc à l'intérieur. Ça permet d'éviter qu'il gicle. Donc là, il s'est séparé en deux. On va devoir huiler la partie du dessus, le rubis du dessus. Donc l'idée, c'est de faire un cercle vraiment le plus concentrique possible avec l'huile. Ici, c'est l'huile la plus fluide, donc c'est la Moebius 9010. Et l'idée, c'est de faire vraiment le cercle le plus concentrique possible. Et sa surface doit être environ des deux tiers de la surface totale du rubis. Et ici, je vous le montre en une fois, mais ça m'arrive souvent d'échouer à cette étape. Et je recommence, je renettoie le rubis avec de l'essence à briquet, l'essence type F. Et je recommence tout à zéro jusqu'à ce que j'ai une goutte d'huile qui soit satisfaisante sur mon rubis, le plus concentrique possible, le mieux centré possible sur le rubis et de la bonne taille. Ensuite, on va pouvoir remettre notre Inca bloc en place.
Là aussi, il faut être assez délicat, pas mettre de pression entre le pivot et le fait que l'incabloc il peut gicler, jusqu'à ce que le pivot vienne bien se loger à l'intérieur. Ensuite, on va refermer le petit loquet délicatement aussi pour être sûr qu'il ne sorte pas de son logement. Ils ne sont pas toujours faits de la même manière, ces loquets. Il faut toujours un petit peu analyser la situation avant d'essayer de les ouvrir. Il y en a certains qui doivent pivoter, d'autres qui sont sous forme de ressorts qui viennent s'insérer dans des petites rainures. On peut passer à l'autre face cette fois-ci. Dernière opération. Là aussi, il faut être délicat quand on manipule ces rubis avec les bruxelles. Ils ont aussi très vite fait gicler. Et après, on se retrouve à quatre pattes par terre pour essayer de le retrouver. C'est pas toujours la meilleure situation. Même opération, on recommence. Et voilà, on arrive au bout. Je pense dans la prochaine vidéo, j'essaierai de parler un petit peu des ressorts de barillet, les différentes manières de faire. J'ai aussi des outils pour faire ça exprès. Il y a la méthode un peu moins académique qui consiste à les remettre à la main. Et il y a une dernière méthode qui est celle que je privilégie, c'est-à-dire quand je fais un service sur un mouvement, en général je rachète un ressort de barillet neuf et c'est beaucoup plus simple à installer. En général on les installe sans les déformer. Donc voilà, on en a terminé. Je vous laisse me laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!